Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur En Off, l'émission qui analyse la suite des enquêtes journalistiques sur Off Investigation. Aujourd'hui, on va parler des enquêtes sur la police, plus précisément des violences policières. Pourquoi les policiers, même lorsqu'ils commettent des crimes, sont-ils si souvent protégés par leurs collègues et leur hiérarchie, par la justice, par les politiques et les médias? Le sujet est très vaste, c'est une question qui s'inscrit dans le temps long et on ne pourra clairement pas tout évoquer. Donc nous, on va se concentrer sur des affaires récentes qui ont été révélées ou mises en lumière par la presse. On commence avec cette enquête de Libération sortie le 19 septembre sur des violences qui ont eu lieu dans un commissariat parisien la nuit du 24 juillet. Les images sont fortes et pourtant, il y a eu très peu d'écho dans le reste du paysage médiatique. On y voit un homme, nommé Mario, qui reçoit de nombreux coups, dont certains avec une matraque ou une clé assénés par deux policiers. En plus d'autres violences et d'humiliations qu'il subira tout au long de la nuit. Libération révèle les images de ces faits, issus de caméras de vidéosurveillance. Elle montre les graves violences commises par deux agents du commissariat et la passivité de leurs collègues présents. Grâce à la publication de ces images, on constate que l'homme tente de se protéger et que les policiers ne sont pas en position de légitime défense face à un agresseur. Pire encore, les rires ou l'indifférence des autres policiers témoignent d'une certaine ambiance dans un commissariat, un lieu qui est d'habitude loin des regards. Ses collègues présents observent sans réagir, certains rigolent. Effectivement, cette scène glaçante n'a l'air de choquer aucun agent, comme si elle était banale. Elle démontre aussi le fort sentiment d'impunité qui règne dans la police. Libération nous dévoile plus tard dans la vidéo que les policiers ont mis en place un mécanisme que l'on commence à bien connaître dans ce genre d'affaires. Ils se protègent entre eux, ils s'arrangent avec les faits, ils vont mettre en accord leurs déclarations, quitte à mentir. Vous avez déclaré que Mario avait tenté de porter un coup de tête à Maxime D. Qu'en est-il ? Je reconnais l'avoir dit et c'était pour être en accord avec les déclarations de Maxime D. Mais c'est faux. Pour une fois, un des agents a admis avoir menti pour protéger son collègue, mais c'est très rare. On s'est presque habitué à ces histoires. Le grand public découvre grâce à des images de violences policières, mais les déclarations des policiers contredisent les faits ou inventent carrément une autre version. L'historienne et politologue Vanessa Codaccioni, dans une vidéo pour Le Monde, expliquait que ces fausses déclarations étaient systématiques. Des policiers qui disent exactement la même chose à la virgule près. Et donc c'est vraiment la construction collective d'un récit, d'une vérité policière sur l'usage de la force. Et on le retrouve dans vraiment quasiment toutes les affaires de légitime défense policière. Elle nous dit aussi que ça fait partie de leur système de pensée. Eux sont persuadés d'avoir bien fait leur travail. La police et la justice considèrent que la personne victime de violence méritait son sort d'une façon ou d'une autre. Pour les policiers, il y a toujours cette idée qu'il a protégé la population, il était menacé. Les avocats des policiers vont tenter de montrer non seulement que les policiers ont fait un bon usage de la force, mais que la personne en face était délinquante, criminelle, violente, agressive. Et donc, ça va renforcer cette idée que la personne qui a été tuée ou qui a été blessée, finalement, eh bien, elle le méritait. Pourtant, il arrive à de rares occasions que des policiers cherchent à dénoncer ces agissements. Ils deviennent alors immédiatement des traîtres envers l'institution et seront rejetés par leurs collègues et leur hiérarchie. C'est ce dont témoignait en juillet 2020 le brigadier chef Ammar Ben Mohamed à Street Press. Il dit d'ailleurs s'être tourné vers la presse pour pouvoir s'exprimer car même l'IGPN, ce que l'on appelle couramment la police des polices, ne le prenait pas au sérieux. C'est être mis au banc, on ne nous disait plus bonjour. Il y a des vestiaires qui ont été dégradés. On ne l'a même pas dit à l'IGPN parce qu'on s'est dit, ils s'en foutent, enfin tout le monde s'en fout de ce qui nous arrive. On s'est dit, ça ne sert plus à rien de leur dire maintenant ce qui se passe. Donc maintenant je viens vous voir parce que je suis au bout du bout. Le silence et les mensonges pour se couvrir font partie de ce qu'on pourrait appeler une culture policière. Un des journalistes connus pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet est David Dufresne. Il a longtemps écrit, a recensé des témoignages de violence, observé la police et a réalisé le docu « Un pays qui se tient sage », entre beaucoup d'autres choses. Dans une émission de C'est à vous sur France 5, Dufresne s'est exprimé sur l'IGPN justement. Pourquoi n'y a-t-il aucune transparence sur leur travail ? La stigmatisation, c'est sur l'abus de pouvoir, c'est sur l'abus policier, c'est sur le sentiment d'impunité, c'est sur le fait que l'IGPN ne fait pas son travail de contre-pouvoir, vous le savez très bien. L'Inspection générale de la police nationale qui enquête sur les agissements des policiers. Voilà, c'est des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers, tout est dit. Les policiers ne parlent pas, l'IGPN semble inefficace, alors qu'en est-il de la justice ?
On sait qu'elle est très liée à l'institution policière, tellement liée que certains automatismes se mettent en place. En 2023, sur France Culture, l'avocat Arié Halimi, lui aussi spécialiste des violences policières, parlait de cette culture de la violence et de l'impunité qui serait inhérente à l'institution policière, à l'exercice du pouvoir, et que la justice accompagne tout ça. Souvent, on se rend compte que la justice a du mal à enquêter s'agissant des affaires de violences policières. Pourquoi ? Tout simplement parce que, finalement, les policiers font partie de l'institution judiciaire. Que les policiers sont structurellement dépendants et que les juges également ont besoin des policiers pour enquêter et pour exercer. Et que la justice, finalement, est intrinsèquement liée aux fonctionnaires de police et donc que les juges eux-mêmes ont du mal à faire la vérité sur ce qu'il se passe lorsqu'il y a des violences policières. Arié Halimi explique aussi qu'on pense tous que l'État a droit à ce qu'on appelle la violence légitime, donc que cette violence serait normale. Tout ça est très politique et justement, qu'en est-il du gouvernement ? Pourquoi les responsables politiques protègent-ils autant les policiers ? Tous les ministres de l'Intérieur depuis des décennies pètent un plomb quand il s'agit de parler de violence policière. Aucune critique à leur égard n'est permise. À côté, les policiers ont de grandes exigences, on leur donne de plus en plus de droits et de pouvoirs. Et eux en demandent toujours plus, surtout les syndicats dont certains sont carrément liés à l'extrême droite. Et si tout ça fonctionne, c'est parce que l'État a besoin de la police. Il y a un jeu une sorte de danse entre l'État et la police, que l'État a besoin aujourd'hui de la police. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de délégitimation du pouvoir étatique, aujourd'hui, du pouvoir politique. Et on se rend compte également, de tout temps, mais encore plus aujourd'hui, que finalement il y a un rapport inversement proportionnel entre la légitimité du pouvoir politique et l'exercice de la violence. Aujourd'hui, l'État a besoin tellement de sa police que la police peut demander ce qu'elle veut à l'État. Les politiques, parlons-en. Concentrons-nous sur les gouvernements depuis 2017, depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. Désolé pour tous ceux qui trépignent à l'idée de voir Brice Hortefeux, vous inquiétez pas, il sera dans plein d'autres affaires. Donc, lorsqu'on interroge le président sur les violences policières, il est pour lui hors de question d'en parler. Déjà en 2019, lors d'un grand débat qu'il avait organisé suite à la révolte des Gilets jaunes, il avait sorti cette fameuse phrase. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Pour lui, ces mots sont inacceptables. Il reviendra sur le sujet en 2020 avec le média Brut, où il explique que le terme est trop politisé. Alors, si le président lui-même commence à politiser des choses, non mais on va où là ? Ce terme-là, d'abord, il est politisé. Les Black Blocs, une partie de l'extrême gauche qui veut la dissolution de l'État, a installé l'idée, ou veut installer l'idée, en quelque sorte, qu'il y a une violence consubstantielle à la police, comme d'autres disent, il y a un racisme consubstantiel à la police. Ça, c'est non. La question du racisme dans la police, c'est pourtant un des dossiers les plus importants sur le sujet. Mais impossible de l'évoquer, et ce malgré les très nombreux travaux qui ont bien prouvé depuis des années que notre police était raciste, qu'elle s'est construite comme ça, que ça fait partie de l'institution. Interdiction de dire qu'il y a des liens très clairs avec la colonisation, que ce soit avec les Algériens à l'époque, mais encore aujourd'hui par exemple en observant ce qu'il se passe en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Cette discussion leur est insupportable, et nos responsables accusent toute personne qui dénoncerait cela. Comme sur France Info, avec Aurore Berger, la super copine des crèches privées. Accoler le terme violence policière et racisme, ça veut dire jeter un discrédit sur toute une profession en montrant du doigt les policiers, en leur mettant une cible dans le dos et en disant qu'ils sont racistes. Ça n'est pas le cas. Les politiques ne font pas que défendre les policiers. Même après avoir été témoins des pires atrocités commises par des forces de l'ordre, ils éprouvent souvent le besoin de leur cirer les bottes. Comme ce jour où Édouard Philippe, alors Premier ministre, était invité de C'est à vous. Il venait d'être interrogé sur le cas de Eddy, un jeune de 22 ans qui a été amputé d'une partie de son crâne suite à un tir de LBD et laissé pour mort. Après avoir timidement condamné en ajoutant un « je ne sais pas d'où viennent ces images », genre c'est presque un complot orchestré par Anne-Elisabeth Lemoine, il rajoute ce genre de discours. N'oublions jamais non plus que les policiers sont soumis à des pressions, à des provocations, à des violences dans l'exercice de leurs fonctions. Je vois régulièrement les forces de police au Havre. D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour elles, elles travaillent remarquablement, vraiment remarquablement. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur pendant 4 ans, lui, défendait carrément la violence de l'État. La violence policière, pardon de le dire, elle n'existe pas telle qu'on l'imagine. Il peut y avoir des policiers violents, mais la violence de l'État, elle est très importante parce qu'elle est, vous et moi, on l'a donnée à la police pour intervenir en notre nom. Il est même allé très loin dans la provocation. Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. J'étouffe, c'est ce qu'a répété Cédric Chouviat, cet homme mort étranglé par des policiers à Paris début 2020. Ça fait aussi écho à l'affaire d'Adama Traoré qui avait dit avant sa mort qu'il n'arrivait plus à respirer, comme à beaucoup d'autres victimes tuées par étouffement. Ces mots sont lourds de sens. Bon, aujourd'hui, notre ministre de l'Intérieur, c'est Bruno Retailleau. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?
Voilà sa réaction à un tweet du député Raphaël Arnaud qui parlait d'assassinat de Kanaks par les forces policières. Pour rappel, il y a eu 13 morts. Toutes celles et ceux qui mettent une cible dans le dos de nos policiers, de nos gendarmes, me trouveront en travers de leur route. Dans la journée, je saisirai le procureur de la République, ça signifie que je porterai plainte. Bon, on n'est pas tombé de notre chaise, il est comme ça Bruno. Le souci c'est qu'en face, il est encouragé à aller très loin. La journaliste Sonia Mabrouk pousse pour un discours de plus en plus radical contre les personnes qui dénoncent les violences policières. Elle dit dénigrer. Toute parole qui dénigre la police ou qui, selon vous, dénigre la police, vous saisirez automatiquement la justice. Les médias et la plupart des journalistes connus soutiennent ce discours. Ils accompagnent bien souvent les déclarations des dirigeants et parfois les dépassent. C'est assez dingue parce qu'il y a d'un côté des journalistes qui enquêtent sur les violences policières avec beaucoup de difficultés, qui viennent souvent de médias indépendants d'ailleurs, et en face, des journalistes bien plus visibles, avec beaucoup plus de moyens, qui piétinent tout ce travail en le remettant en cause, en l'invisibilisant et parfois même en le dénonçant. Certains médias reprennent tellement le discours policier que l'on parle de journalisme de préfecture. C'est le cas par exemple de BFM TV. Sur cette chaîne, il est interdit de parler de violence policière. L'ancien directeur de BFM, Marc-Olivier Fogiel, avait déclaré que le terme violence policière était connoté politiquement. Comme son ami Macron, il a dit « pas de politique dans mon journalisme ». Heureusement, les médias peuvent aussi être très utiles pour les victimes de violences policières. Au-delà des enquêtes menées, ils permettent de mettre la lumière sur des cas qui auraient pu ne jamais être visibilisés et ne pas entraîner d'enquête judiciaire par exemple. Je vous recommande vraiment le documentaire de Street Press qui parle de ce sujet et qui s'appelle « Violence policière, le combat des familles » qui a été réalisé par Inès Belgacem. Quand les familles se rendent compte que la police est impliquée, quand elles se rendent compte que leur proche est mort, souvent avant même qu'elles aient pu faire quelque chose, il y a la préfecture de police ou un site ou des médias qui vont sortir la version des policiers. Dans la version des policiers, il est toujours expliqué que la personne qui est morte, donc le proche de ses familles, a fait quelque chose de répréhensible ou c'était un accident. Donc non seulement la presse privilégie le récit des policiers, relaie leurs mensonges, mais en plus elle participe à la fabrication de faux coupables. Ce que démontre ce documentaire, c'est que pour obtenir justice, ce sont les familles des victimes qui doivent se débrouiller seules. Elles doivent mener un combat pour lequel elles n'étaient pas armées, et pas des moindres. Un combat contre l'État. Tout ça évidemment avec peu de moyens car ce sont souvent des familles de classe populaire avec tout un système contre elles et aucun soutien en dehors d'associations ou des autres familles de victimes. On a été obligés de devenir des enquêteurs, des juristes, des avocats et en plus connaître des dossiers médicaux. Et c'est pas notre domaine. Vous l'avez compris, ce qui compte dans ce genre d'affaires, c'est l'existence ou non d'images, de vidéos. Loïc Pajot, le procureur adjoint du tribunal de Bobigny, déclarait récemment dans Le Point que 90% des condamnations se faisaient grâce à une vidéo. Autrement, il n'y a presque aucune chance que ça aboutisse. Le souci, c'est que même quand il y a des images, il est parfois très difficile de les obtenir. C'est ce que racontent d'autres témoignages du docu de Street Press. Ils n'ont pas voulu donner les vidéosurveillance. Ça, ils veulent pas les donner. Et pourtant, il y a des vidéosurveillance dans l'affaire Agaï. Ça n'a pas été facile de récupérer la vidéo. L'IGPN a mis presque un an avant de nous la donner. Vous imaginez un peu tous les cas qui ne seront jamais reconnus faute d'images à l'appui? Et évidemment, c'est pas parce que vous avez des images que tout est gagné. Le jeune Naël, par exemple, a été tué devant des caméras. Ça n'a pas empêché le système médiatique, politique, judiciaire et policier de s'harmoniser pour justifier ce crime. Mais on en parle. Parce qu'il y a des images. Sinon, on n'en parlerait pas. On resterait sur la version des policiers, souvent mensongère. Sans ces preuves, il ne se passe rien. Pas de procédure de l'IGPN, pas d'enquête, pas de relais médiatique, etc. En plus des médias, il y a des ONG, comme Index par exemple, qui fait de l'investigation indépendante et utilise pour cela l'analyse audiovisuelle et la reconstitution numérique en 3D. C'est un travail colossal qui est très précieux. Un exemple avec cette vidéo sur le cas de Jérôme Rodriguez, un gilet jaune qui a perdu l'usage d'un œil lors d'une manifestation à Paris, début 2019. Index a mené sa propre enquête indépendante. Nous avons analysé, synchronisé et modélisé des dizaines d'heures d'images exclusives. Aujourd'hui, nous révélons une reconstitution détaillée des circonstances de l'éborgnement de Jérôme Rodriguez, ainsi qu'une plongée inédite dans les rouages et les dysfonctionnements d'une opération de maintien de l'ordre à la française. Les policiers, en accord avec les politiques, ont bien compris que le peu de condamnations qu'ils risquent sont dues à l'existence de vidéos. C'est en partie pour cela qu'on a vu apparaître la loi sécurité globale qui voulait interdire aux personnes de filmer l'action de la police dans la rue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité et des conséquences qu'une telle loi peut avoir dans ce pays. En plus de faire la lumière sur des cas de violence policière, les enregistrements permettent aussi parfois de dénoncer le fonctionnement de la police, leur rapport à la violence, au racisme, à la précarité, etc.
Par exemple, en 2020, Mediapart avait diffusé des extraits audio où on entend des policiers raconter leurs exploits de brutalité ou encore s'arranger entre eux au moment de remplir des déclarations. On allait dans les parkings ou on demandait aux gens de nous ouvrir les halls d'immeubles, puis on défonçait la gueule des gars pour les... Et tu ramenais pas? Non. Bah non, tu as là, tu peux pas ramener si tu défonces la gueule. Mais tu vas voir un médecin, tu vas voir le cul. Cette violence, elle s'abat principalement sur des hommes racisés issus de milieux populaires. Et tout ça est produit et voulu par le système étatique. Déshumaniser les victimes par racisme, les considérer comme coupables, même quand ce sont des mineurs, ça fait partie du système. Je vous conseille le travail du sociologue Mathieu Rigouste sur le sujet. Cette justice, elle est arrachée par les luttes, mais elle n'advient pas dans les tribunaux, elle n'advient pas dans la sphère des médias dominants, elle n'advient pas dans la sphère politique, parce qu'on considère finalement que le système de police, dont les classes dominantes de cette société a besoin, a beaucoup plus de valeur à protéger que la vie des personnes qui le subissent. Cette violence que l'on retrouve aujourd'hui dans presque toutes les manifestations, elle a d'abord lieu dans les quartiers populaires. C'est là que l'État exerce la répression avant tout. Mathieu Rigouste explique que le système policier est garant d'un ordre social inégalitaire. Il y a un enjeu de fond qui est ce qu'on va appeler la préservation de l'ordre social. Et alors, bien sûr, il y a des parties inconscientes, mais je pense qu'il y a des parties qui sont complètement conscientes et assumées de considérer qu'il y a des corps qui peuvent être écrasés si ça justifie la protection d'un certain modèle que eux vont appeler la République. Et on ne sait pas très bien ce que c'est. Certaines affaires de violence policière ont provoqué des révoltes. Immédiatement, la force policière et judiciaire s'est abattue de la façon la plus brutale. Chez les politiques et dans les médias, ces mouvements sont totalement dépolitisés, et ce depuis longtemps. Au moment où sort cette vidéo, nous sommes à la veille d'une date historique. Le 17 octobre 1961, la police française a massacré des Algériens en plein Paris qui manifestaient contre un décret raciste et pour leur indépendance. Il y a eu entre 100 et 200 morts selon les historiens. Pour terminer, je vous conseille les livres que j'ai lus sur le sujet. C'est loin d'être exhaustif, c'est mon corpus quoi. L'État hors la loi, logique des violences policières de Arié Halimi, La domination policière de Mathieu Rigouste, Police partout, justice nulle part de Anne-Sophie Saint-Père. Et enfin, Violence policière, généalogie d'une violence d'État de Michel Kokoreff. Et nous on se retrouve le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas à faire un don pour Off Investigation pour nous permettre de continuer à mener des enquêtes ou à les analyser.